Retrouvez votre journal avec Terre de France, la collection entièrement fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la Russie continue de progresser en Ukraine alors que tous les yeux sont rivés sur le Liban et l'Iran. Une page automobile ensuite avec les déboires de Bruxelles face aux véhicules électriques. Et enfin, il sera question de surveillance avec le dispositif sécuritaire de vidéosurveillance des Jeux qui devrait être généralisé. Ce qui était présenté comme l'exception sera donc la norme. L'agression israélienne au Liban occupe désormais tous les esprits et pendant ce temps, Moscou continue d'avancer ses pions en Ukraine. Élément d'explication. Nous n'avons pas délaissé nos frères et sœurs. Nous avons essayé de trouver une solution pacifique. Vous savez comment ces négociations se sont terminées ? Par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales qui ont fait de l'Ukraine une tête de pont militaire dirigée contre la Russie. L'Ukraine transformée en tête de pont par l'Occident pour atteindre la Russie. C'était l'occasion du 2e anniversaire de la revendication par la Russie de 4 régions ukrainiennes que Vladimir Poutine a tenu ses propos. Le chef de l'État russe se place ainsi dans une opposition qu'il chérit depuis maintenant plusieurs années, celle de l'opposition entre l'Occident et le Sud global, une lecture géopolitique qui ne peine pas à être développée avec l'attaque israélienne du Liban et la situation humanitaire déplorable en Palestine. Une actualité internationale qui met en exergue le soutien de Washington et Bruxelles en faveur de Tel Aviv. Il devient alors facile de faire un lien entre le soutien occidental à l'État hébreu et le soutien occidental à l'Ukraine. Et alors que les pions bougent au Proche-Orient, l'armée ukrainienne a annoncé mercredi 2 octobre son retrait de Vuhledar, un fortin de la région de Donetsk, tenu depuis plus de 2 ans et demi par Kiev. C'est un ultime assaut des forces russes qui a mis fin à la résistance ukrainienne sur cette portion de territoire qui semblait inexorablement condamnée. Les titres de presse mainstream, pourtant d'ordinaire volontiers cachotiers sur les avancées russes, ont par ailleurs changé de vocabulaire sur le sujet. Le journal Le Monde évoquant même l'irrépressible progression des forces de Moscou dans l'est du pays, en admettant que, je cite, « ce qui a longtemps été présenté comme un simple grignotage du territoire par les Russes finit aujourd'hui par être significatif » et d'évoquer une guerre qui ne serait plus de haute intensité, mais lente et de longue intensité. La progression russe serait favorisée par la technique de l'avancée en pince qui consiste en une identification du positionnement des troupes adverses, puis d'une avancée via 2 unités séparées qui percent en parallèle les lignes ennemies et encerclent l'ennemi. Une technique coûteuse en hommes, mais l'avantage du nombre demeure russe alors que l'abaissement de l'âge de la mobilisation par Kiev de 27 à 25 ans au printemps n'a pas changé la donne et précipite surtout des militaires de plus en plus jeunes et de moins en moins aguerris à une mort presque certaine. De son côté, Moscou a augmenté, via la mobilisation, son nombre de soldats de près de 200 000. La stratégie d'avancée progressive russe n'est, elle, pas fini, et Vladimir Poutine a annoncé lundi une augmentation de 30% des dépenses militaires avec un budget à 130 milliards d'euros en 2025. Le budget de l'armée avait déjà grimpé de 70% pour l'exercice 2024, un investissement qui a porté ses fruits à considérer les avancées russes sur les cartes. Ombre au tableau pour l'année en cours, l'incursion et l'occupation d'une petite parcelle du sol russe par l'armée ukrainienne, contraignant 150 000 citoyens à se réfugier. Une situation qui pourrait durer, l'objectif prioritaire semblant être le Donbass. Avec un complexe militaro-industriel marchant à plein régime, la Russie se prépare à une guerre longue et le plan de la victoire présenté par Volodymyr Zelensky en septembre aux États-Unis ne semble pas en mesure de changer le cours de la guerre. Toujours suspendu au soutien occidental et plus particulièrement états-unien, Kiev a déjà vu l'Allemagne prendre ses distances et peut craindre le pire en cas d'élection de Donald Trump, même si le caractère versatile de ce dernier peut toujours laisser à l'Ukraine l'espoir d'un soutien. La situation en Ukraine pourrait aussi changer la donne. L'opinion apparaît moins mobilisée et de nombreux appels à des négociations de paix voient le jour. La médiatisation du procès à venir d'un soldat déserteur, Serif Nezdilov, semble participer de cette démobilisation de l'opinion. Cet engagé volontaire en 2019 dans la guerre du Donbass à seulement 24 ans a décidé de déserter pour protester contre l'absence de perspective de démobilisation
et pour dénoncer les inégalités sociales qui permettent à certains de ne pas être appelés sous les drapeaux. Loin d'être un lâche, puisqu'il fut lui-même volontaire, il dénonce publiquement une injustice de la guerre que l'on retrouve aussi côté russe, mais qui fait particulièrement mal lorsque la situation militaire se gâte. S'il apparaît déraisonnable d'affirmer que l'Ukraine a perdu la partie, il convient de considérer que Kiev se trouve aujourd'hui dans une situation très délicate et, à moins d'un soutien accru de ses alliés occidentaux, au premier rang desquels Washington, difficile d'imaginer Kiev relever la tête. L'attention portée sur l'agression israélienne au Liban et sur les massacres en Palestine semble par ailleurs jouer contre l'Ukraine. Soutien d'Israël, Zelensky pourrait voir les pays du Sud global, notamment ceux du Proche-Orient, se tourner encore un peu plus vers Moscou et restreindre un peu plus les capacités diplomatiques de Kiev. Bruxelles veut accélérer en direction de la voiture électrique. Un vote de surtaxe des modèles chinois se prépare, mais cette mesure pourrait être inefficace et même nuisible pour l'industrie automobile européenne. Déjà mal en point, élément d'explication avec Renaud de Bourleuf. L'Union européenne veut mettre un feu rouge aux voitures électriques chinoises. Demain, vendredi, les États membres vont voter sur l'imposition de droits de douane pour une durée de 5 ans, qui pourrait aller de 17 à 45%, après les tarifs existants de 10% depuis début juillet, pour une durée de 4 mois. Initialement, la majorité des pays européens étaient favorables à une telle mesure. Des réticences sont maintenant exprimées à Berlin. À croire qu'Ursula von der Leyen ne cherche même pas l'intérêt de son propre pays. Le constructeur allemand BMW se dit contre les droits de douane plus élevés, par crainte que son activité en Chine soit affectée par cette décision. L'Empire du Milieu est son premier marché. Le président de l'entreprise s'est exprimé dans un communiqué, je cite, « Des tarifs supplémentaires nuisent aux entreprises actives à l'échelle mondiale dans ce pays et pourraient provoquer un conflit commercial dont personne ne sortirait gagnant. » Fin septembre, Laurent Michelon, entrepreneur français en Chine, est intervenu sur l'émission Choc du Monde. Il évoquait une décision bruxelloise déconnectée du contexte économique européen. Il y a une espèce de volonté bureaucratique à Bruxelles qui est en totale opposition avec l'industrie de l'automobile ça va forcément aller à l'encontre des intérêts de cette industrie automobile qui va finir par se couper de la chaîne d'approvisionnement chinoise, puisqu'il faut savoir que tous les véhicules électriques européens sont à 50-60% fabriqués en Chine, et les fabricants européens ont tous des joint ventures avec des sociétés chinoises, ont accès aux terres rares chinoises, au développement de logiciels pour la gestion des batteries. Donc tout ça, on va finir par se couper de cette collaboration avec la Chine qui permet également d'améliorer les véhicules électriques européens, tout simplement parce qu'il y a une décision politique qui a été prise, et on sait très bien que la décision vient des États-Unis, puisque un mois avant la décision européenne, Joe Biden annonçait une imposition de 100% de droits de douane sur les véhicules chinois. Une mesure qui ressemblait plutôt à un coup de communication de la part de Washington, alors que les États-Unis n'importent pas de véhicules chinois. En revanche, prendre une mesure similaire en Europe aura de lourdes conséquences, alors qu'un véhicule électrique sur 4 vendu est fabriqué en Chine. Ce sera un frein envers un marché qui est déjà loin d'être compétitif. En France, la voiture électrique est encore un produit de luxe qui ne satisfait même pas ses rares utilisateurs. Il y a quelques semaines, Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, soulignait que les 3 quarts des Français n'auraient pas les moyens de se payer un tel modèle. On est sur un véhicule qui aujourd'hui peine à trouver ses marques, peine à trouver son business model, et on n'arrive pas à séduire plus de 10% des automobilistes en France. On a chez certains constructeurs des batteries qui sont directement intégrées au châssis, et donc en cas d'accident, en cas de choc, la voiture, ça devient une voiture jetable. C'est-à-dire que pour l'assureur, ça revient moins cher de vous indemniser que de vous réparer votre voiture. Le problème, c'est que l'indemnisation est toujours en deçà de ce que vous a coûté votre véhicule, et ça crée encore de la déception. Donc pour l'instant, le véhicule électrique, il sert une élite de personnes qui peut se permettre ce type d'achat, mais il ne satisfait pas la plupart des automobilistes. Si on veut faire à l'échelle de la France un petit schéma, grosso modo, on a 25% des Français qui seraient favorables dans leur vie au quotidien, et 75% qui ne peuvent ni se le permettre et qui considèrent que ce n'est même pas souhaitable pour eux. Se tourner vers la voiture électrique ne paraît pas être la meilleure idée pour relancer une industrie automobile en difficulté dans l'ensemble de l'Europe. La France, pourtant pays pionnier en la matière, n'est plus exportatrice nette depuis plusieurs années. La production est en berne. En 3 ans, les usines françaises ont produit 1/3 de voitures de moins, et la tendance ne cesse de s'aggraver. Au mois de septembre, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 11% par rapport à la même période il y a 1 an. Lundi, le groupe franco-italien Stellantis a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle pour 2024. Il vise désormais une fourchette comprise entre 5,5 et 7%, contre une marge à 2 chiffres auparavant. Une annonce qui a entraîné un décrochage en bourse. Le titre du constructeur, issu de la fusion de Peugeot et de Fiat Chrysler, a perdu 15% de sa valeur en une journée. L'autre fleuron de l'automobile française, Renault, a lui aussi vu son titre reculer dans un contexte difficile pour les fabricants de voitures européens.
L'obsession de nos politiques pour la voiture électrique fait des dégâts. La réglementation qui impose de vendre 25% de véhicules électriques alors que le marché est actuellement en mesure d'en absorber à peine la moitié, apporte trop de contraintes aux industriels. Et cerise sur le gâteau, la possible augmentation du malus écologique qui figure parmi les propositions du projet de loi de finances 2025 a de quoi inquiéter. À Paris comme à Bruxelles, les mesures hors sol font rouler toute l'industrie automobile dans une mauvaise direction. Souriez, vous serez encore filmé, comme nous le prédisions sans grand mérite avant les Jeux Olympiques. Les dispositifs sécuritaires de vidéosurveillance algorithmique devraient être maintenus. Nicolas de Lamberterie. Comme souvent dans ce genre d'affaires, le choc émotionnel vécu par des millions de Français suite au meurtre de Philippines n'aura pas abouti à des mesures permettant la prévention de tels drames, mais sera utilisé à bon escient par nos gouvernants pour renforcer le contrôle généralisé des populations. Dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre Michel Barnier a évoqué dans son volet sécuritaire une généralisation de la méthode expérimentée durant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la VSA ou vidéosurveillance algorithmique. Cette technologie consiste à associer les caméras de surveillance à des logiciels d'intelligence artificielle afin de repérer et de signaler en temps réel des comportements jugés suspects ou à risque. Durant les JO, la préfecture de police de Paris avait évoqué un chiffre de 185 caméras installées et équipées de la technologie VSA. Pour le moment, le dispositif n'est pas relié à un système de reconnaissance faciale, mais rien ne semble empêcher qu'il en soit ainsi à l'avenir. À vrai dire, c'est sans importance, tant que le reste de la chaîne répressive et judiciaire ne fonctionne pas, comme par exemple s'il faut faire appliquer une OQTF. Dans ce cas, peu importe que la personne sous OQTF ait été repérée ou non par une caméra de vidéosurveillance algorithmique, si la peine n'est pas exécutée. On peut donc s'attendre à des villes de type caméra partout, sécurité nulle part. Comme souvent, le dispositif avait à l'époque été présenté comme temporaire, le temps des JO, et comme depuis plusieurs années, le temporaire devient rapidement permanent. La loi initialement votée en 2023 avait d'ailleurs laissé la porte ouverte à une prolongation du dispositif jusqu'au 31 mars 2025, ce qui montre bien que la généralisation du dispositif avait été clairement envisagée par les autorités. Dans un registre similaire, rappelons que la mesure prise lors des JO de faire descendre la vitesse sur le périphérique à 50 km/h a été maintenue. Une mesure d'autant plus risible que cette vitesse est inatteignable aux heures de pointe et est assez insupportable pour les conducteurs lorsque le trafic est faible. En parallèle de cela, à partir du mois de novembre, un périmètre intitulé ZTL, ou zone à trafic limité, sera instauré dans une partie de la capitale et visera à interdire le trafic de transit sur des axes importants tels que le boulevard Sébastopol. Des panneaux seront prochainement installés pour signaler le début de la ZTL. Ils s'ajouteront à des panoplies de panneaux qui complexifient incroyablement la circulation, notamment ceux annonçant les ZFE, zones à faible émission, qui elles interdisent les véhicules trop anciens de circuler. Sans oublier les expérimentations du type voie de circulation réservée au covoiturage, avec caméra thermique pour détecter la présence de plusieurs personnes à bord d'un véhicule, tel que l'on peut le voir dans des agglomérations comme Strasbourg. Seuls les centres urbains seront gagnants de ces évolutions, puisque les autres citoyens auront le choix entre des transports publics chers, souvent surchargés et pas souvent sûrs, ou une voiture de plus en plus brimée et coûteuse. Et rien n'interdit de penser que la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique ne pourra pas être utilisée afin de contrôler le respect de ces autres mesures, bien davantage que dans une lutte contre la criminalité portant atteinte aux biens et aux personnes. Au final, entre des villes hors de prix et quasi goulaguisées, des banlieues ensauvagées ou des campagnes laissées à l'abandon, les options laissées à la grande majorité des Français semblent tout aussi peu séduisantes les unes que les autres. Et passons à présent à l'actualité en bref en France. Abomination LGBT LFiste. Depuis le début de la semaine, les révélations sur les viols d'une fille handicapée âgée de 4 ans font le tour des médias et des réseaux sociaux. À Nantes, un individu a été mis en examen après avoir avoué les faits. Âgé de 32 ans, Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat LFI aux élections départementales de 2021, avait été président de l'association Esprit Arc-en-Ciel, un mouvement LGBT local, et avait organisé en 2022 la première marche des fiertés du pays d'Ancenis où il résidait. Il était aussi membre du collectif Lutter contre les violences conjugales et familiales. Un comble alors qu'il avait été agréé assistant familial par le département Loire-Atlantique, lui permettant d'accueillir l'enfant handicapé à son domicile en décembre 2023 sur un lit médicalisé.
C'est là qu'il lui aurait infligé des sévices sexuels, filmés et diffusés en ligne. Accusé de viol avec acte de torture ou de barbarie, d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité et d'enregistrement, détention et diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur, il a reconnu qu'il avait des penchants pédophiles. Hausse d'impôts, un peu mais pas trop. Le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a annoncé jeudi que celle-ci concernerait 0,3% des contribuables, soit 65 000 ménages. Il s'agit des personnes gagnant plus de 500 000 € par an. Il s'agit, selon le ministre, d'une participation exceptionnelle et temporaire. Le temporaire ayant tendance à devenir la règle en République française, les ménages concernés vont devoir s'habituer à cette augmentation. La mesure subit déjà de nombreuses critiques. Pour la droite, stratégiquement, c'est prendre un risque avec une population faible mais influente alors que le centre macroniste pourra s'en laver les mains. Certains membres du parti Renaissance sortent déjà les griffes à l'image du multimillionnaire Roland Lescure, bailleur de fonds des campagnes Macron et qui a déjà fait entendre sa voix pour défendre l'immigration contre Bruno Retailleau. Monsieur Lescure le sait, des travailleurs pauvres et peu d'impôts est le cocktail parfait pour ces petites affaires. Aurore Berger se met en scène au risque de se prendre les pieds dans le tapis. Le journaliste Victor Castanet l'accuse d'avoir étouffé un scandale concernant des crèches privées en accord avec la présidente de la Fédération des entreprises de crèches, Elsa Hervy. Face à ces accusations, mardi, l'ancienne ministre a joué la carte de l'émotion. Mais vous voyez, mon nom de famille, il est important pour moi. Ce que j'ai hérité de mon père, c'est un homme qui était honnête et intègre. C'est aujourd'hui ma mère qui m'appelle en larmes en me disant « il y a des gens qui veulent t'envoyer en prison ». Donc à un moment, il faut arrêter. Un ministre qui passe son temps à diaboliser ses adversaires et qui aujourd'hui fait mine de voir ce que cela fait d'être ostracisé. Victor Castanet affirme de son côté qu'il dispose des preuves de la culpabilité du ministre. Enquêté, compilé, et donc j'ai un certain nombre de documents que je désire rendre publics pour justement montrer qu'il y a un an, quand il y a eu 2 livres consacrés au secteur des crèches privées et un début de scandale, il y a eu une entente entre Aurore Berger, qui était ministre des Solidarités et des Familles, et Elsa Hervy, qui était la déléguée générale de la Fédération. La SNCF face à la concurrence. La société Alstom, multinationale française spécialisée dans les transports ferroviaires, a obtenu une commande de 12 trains à très grande vitesse de Proxima, la première compagnie indépendante à entrer sur le marché de la grande vitesse en France. Les trains, modèle Avelia Horizon, relieront plusieurs villes de la côte atlantique à Paris et peuvent atteindre plus de 300 km/h. Alstom générera la commande de trains et permettra à 3 sites de Bourgogne-Franche-Comté de travailler sur le projet. Belfort pour les motrices, Ornans pour les moteurs et Le Creusot pour les bogies. Les services d'Alstom ne sont pas encore en mesure de chiffrer l'impact social et économique que cette commande pourrait avoir sur le site du Creusot. En revanche, ils confirment qu'il s'agit d'une bonne nouvelle qui conforte la trajectoire de croissance du site du Creusot. Proxima investit 850 millions d'euros et a également signé un contrat de maintenance de 15 ans et les livraisons sont prévues pour 2028. L'actualité en bref dans le monde. Israël poursuit ses attaques vers le nord du Liban. Mercredi soir, c'est le gendre d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah libanais, qui a été tué dans une frappe israélienne à Damas en Syrie. Par ailleurs, l'armée israélienne a effectué 17 raids sur Beyrouth et sa banlieue sud dans la nuit de mercredi à jeudi. Un centre de secours du Hezbollah, dans le quartier Bachoura, en plein centre de la capitale, aurait été atteint, faisant 6 morts et au moins 7 blessés. Comme à Gaza, les attaques israéliennes au Liban tuent indifféremment des hommes armés et des civils, notamment des femmes et des enfants. Depuis la mort d'Hassan Nasrallah, suivie de la riposte iranienne, l'escalade dans la région est telle que l'ambassade de France à Téhéran a appelé ses ressortissants à quitter l'Iran le plus vite possible, les incitant à limiter leurs déplacements et à quitter le territoire iranien dès que l'espace aérien sera ouvert. Affaire de famille pour Donald Trump. Mercredi, des extraits de l'autobiographie de Melania Trump, l'épouse de l'ancien président des États-Unis, ont été dévoilés par la presse britannique. Dans les extraits choisis, Melania Trump affirme que le droit fondamental à la liberté individuelle dont dispose une femme lui donne l'autorité d'interrompre sa grossesse. Une position pro-avortement qui peut surprendre à première vue, alors que Donald Trump a quant à lui nommé des juges pro-vie à la Cour suprême, ce qui aboutira à l'abandon de la jurisprudence Roe contre Wade, rendant ainsi libres les États fédérés de légiférer sur ce sujet et d'interdire cette pratique. Il faut noter que Donald Trump a longtemps été indifférent au sujet de ces questions et qu'il s'est déjà positionné dans le passé en faveur de l'avortement avant de procéder à un revirement pendant la campagne présidentielle de 2016 pour séduire un électorat conservateur avec des promesses qui ont ensuite été tenues.
Aujourd'hui, il tente de ménager la chèvre et le chou et ne se positionne pas pour une interdiction totale à l'échelle fédérale et préfère laisser cette prérogative aux États fédérés. Le rétro est décidément le vent en poupe. Nintendo a ouvert un musée à Kyoto mercredi 2 octobre. Après un parc d'attractions à Osaka en 2021, la célèbre marque de consoles de jeux vidéo capitalise sur un passé glorieux. Le musée offre une immersion dans l'univers de marque et de ses multiples consoles comme la Game Boy, la Super Nintendo ou encore la Nintendo 64. Mario, Donkey Kong ou même GoldenEye, les visiteurs nostalgiques en auront plein les yeux, à condition de pouvoir rentrer dans ce sanctuaire du jeu. En effet, déjà victime de son succès, le musée affiche complet et ce jusqu'au mois de décembre. Il faut donc être tiré au sort après réservation pour pouvoir se procurer des billets qui coûtent à l'unité quelques 3300 yens, soit 21 €. Obscurité éphémère, mystère céleste. Plusieurs pays sud-américains et les îles Pacifiques ont été témoins mercredi 2 octobre d'une éclipse annulaire de soleil. Ce phénomène rare, dû à la Lune plus petite car un peu plus éloignée de la Terre que d'habitude, se produisant une fois par mois, au départ prévu pour durer 3 heures d'après la NASA, n'a duré que quelques minutes. Diego Hernandez, responsable de la diffusion scientifique du planétarium de Buenos Aires, rappelle qu'une éclipse solaire est l'interposition de la Lune entre le Soleil et la Terre, mais aussi que la Lune ne peut recouvrir complètement le Soleil, d'où un anneau orangé, une sorte d'anneau de lumière provenant du Soleil. Au moment de l'anneau de feu, c'était un magnifique crépuscule, il y avait beaucoup de vent, ce qui a aussi contribué au reflet, médité Ninos Kauki, habitant de l'île de Pâques. Ce soir, immédiat et un zoom avec le député néerlandais Thierry Baudet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.